Bienvenue dans notre podcast Isadora BC, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani et le poète, c'est Régis Dequet. Bonjour Clarence. Bonjour Régis. Alors, pour le deuxième épisode de ce podcast sur la dynamitrie de Cuny, nous allons lire un extrait de cette collecte, celle de Madame P, qui était la fille d'un des directeurs. Nous t'écoutons, Clarence. Je suis née à Cuny. Mon père était à l'époque directeur de la dynamitrie et il a fait toute sa carrière là-bas d'ailleurs. Il a beaucoup aimé cette usine. Il aimait son métier beaucoup, beaucoup. C'était un métier à risque, à gros risque, mais il prenait ça très à cœur. Malheureusement, il y a eu des accidents et à chaque fois, d'abord, il était très éprouvé. La reprise était toujours difficile pour les ouvriers et il était toujours avec eux dans les postes les plus dangereux, auprès d'eux. C'était vraiment sa vie. Il n'envisageait d'ailleurs même pas de prendre sa retraite. Il l'a prise très tard. Il l'a prise alors qu'il avait plus de 70 ans. Je lui demandais si elle avait le droit d'entrer dans la dynamitrie. Ah non! Enfant, adolescente, j'avais pas le droit d'entrer dans la dynamitrie. Par contre, le dimanche, quand tout était fermé, bien entendu, souvent mon père m'emmenait me promener. Lui, il en profitait pour jeter un œil, voir si tout allait bien, et tout ça. Et puis, on se promenait dans le parc, parce que c'était un véritable parc. Mais dans les ateliers, je ne rentrais jamais. Moi, je me souviens de cueillir des violettes au moment où on se promenait. C'est les souvenirs que j'ai de la dynamitrie. Il faut que je vous dise que je me sentais un petit peu complexée d'être la fille du directeur, voilà. Ça me gênait un petit peu cette situation alors qu'à la Jeune Vraie, j'étais anonyme. Je me souviens d'une fois où mon père était venu faire une visite improvisée à l'école. Tout le monde s'était levé et moi je ne m'étais pas levée et je ne savais pas si je devais me lever ou non. Et ça a été pour moi, si vous voulez, quelque chose qui m'avait marqué parce que j'avais fait une grosse bêtise mais je ne savais pas quoi faire. Et puis après, j'ai eu à la Jeune Vraie le fils du maître d'école, l'instituteur. Il avait à peu près mon âge. Eh bien, quand son père rentrait dans la classe, tout le monde se levait naturellement, et lui aussi. Et je me souviens de me dire que lui, il faisait pas de complexe, que moi, je faisais. Et je l'admirais beaucoup pour cela. Si j'avais eu cet exemple avant, j'aurais su comment faire. Quand il y avait un décès ou un malade, mes parents participaient beaucoup. Je me souviens, à table, ils étaient très souvent dérangés au milieu du repas. On arrivait, il y avait un accouchement ou quelqu'un de malade, il fallait transporter. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture, alors on demandait la voiture de l'usine. Et puis même pour des conseils. Des gens qui ne s'entendaient pas. Écoutez, une fois, je me souviens, c'était même amusant. Il y avait un ménage qui se disputait. Ça n'allait pas du tout. Il y en avait un à la porte de la cuisine et l'autre à la porte de l'entrée. Mes parents avaient un rôle un petit peu... C'était du paternalisme un petit peu. Mon père était très paternel, si vous voulez. À l'époque, c'était bien vu. Maintenant, je crois que l'on ne pourrait plus faire comme ça. Maintenant, je crois que ce n'est plus du tout la même ambiance entre les directeurs et les ouvriers. Pendant la guerre, j'ai des souvenirs pendant la guerre parce que j'avais 8 ans à l'Exode. Et ça, l'Exode, je m'en souviens très bien. Je me souviens qu'à ce moment-là, ma mère n'avait pas son permis de conduire. Elle avait commencé à apprendre justement en prévision, mais elle n'avait pas eu le temps de le passer. Toute la dynamitrie devait aller à Paulil. Vous voyez, parce qu'on avait un ordre du service des poudres du repli de la dynamitrie sur Paulil, où se trouvait un site de la Nobel. La Nobel, c'était la société qui était en somme un peu concurrente. Mais donc... on attendait l'ordre pour partir, on est parti un peu tard. Et d'ailleurs, on a été rattrapé par les Allemands assez vite. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, évidemment, parce que dans le personnel, il n'y en avait pas beaucoup, des ingénieurs et des cadres qui avaient des voitures. Mais les ouvriers n'en avaient pas. Alors, il fallait répartir les gens dans les 2 voitures qu'il y avait. Dans les camions, tout le monde s'était entassé. Donc, les ouvriers étaient sur les camions de l'usine, on transportait les caisses de dynamite et ceux qui n'avaient pas de voiture, qui n'avaient pas réussi à rentrer dans les voitures, eh bien, ils étaient hissés sur les caisses de dynamite. Et quand l'ordre est venu, en principe, on croyait que c'était mon père qui conduirait notre voiture parce que ma mère n'avait pas eu le temps de passer son permis.
Mais au dernier moment, il avait dit « Non, je ne peux pas. Je suis obligé de conduire la voiture de l'usine et du reste, il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus personne. » Le sous-directeur n'était pas là, il n'avait pas attendu l'heure de départ, il avait eu peur, il était donc parti, donc mon père était complètement débordé. Alors il conduisait une voiture, et je me souviens ma mère qui disait « Ah mais comment on va faire, moi? Je vais pas pouvoir conduire une voiture. » Mais c'est si qui lui a dit « C'est toi qui vas la conduire, et tu te débrouilleras très bien. Tu me suis. » Bon, effectivement, on l'avait suivi. Et je me souviens très bien qu'à un carrefour, parce qu'on prenait les petites routes, fallait aller dans le Midi. Alors on descendait vers le sud. Mais il y avait aussi la Loire à traverser. Alors là, c'était... Bref, on s'était arrêté la première journée, vraiment à la campagne. On dormait dans les granges, on était monté dans une grange, on était dans la paille. Et je me souviens qu'on avait entendu un grand bruit à un moment donné. Il y en avait un qui était tombé par un trou dans le plancher et qui s'était retrouvé sur un cheval. Et puis la deuxième nuit, on l'avait passé dans la Nièvre et là, on avait été rejoint par les Allemands à Saint-Sauge. On n'avait pas été loin. Alors là, on était resté bloqués, c'était la catastrophe. Je me souviens, mon père était catastrophé quand les Allemands nous ont rejoints. On était gardés avec la baïonnette devant les voitures. Et puis, ils défilaient. Et puis, un autre détail d'enfant, ce qui prouve que quand on est enfant, les ennemis, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Alors, ils défilaient. Et puis, il y avait un camion d'Allemands qui était juste devant notre voiture. Il a brusquement démarré. Et ceux qui étaient derrière, il y en a un qui avait basculé et qui s'était fait écraser sur la route. Et moi, j'avais poussé un cri. Comme si ça avait été quelqu'un que je connaissais. Et on m'avait dit « Mais tais-toi, ça en fait un de moins !» Mais moi, je me souviens que c'était un truc qui m'avait vraiment marqué. Et la seule chose que je me disais « Mais ce pauvre homme !» Là, c'était la veille ou l'avant-veille de la libération. Les Alliés sont passés par la Genevois, mais 2 jours avant, au milieu de la nuit, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, là, dans mes oreilles, les pas des Boches qui marchaient dans les cailloux du jardin à minuit. On était tous couchés et ils ont tambouriné à la porte parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mon père s'est précipité, bien entendu. Le directeur, c'est moi. Nous venons pour tout détruire, la dynamiterie, tout, faire tout sauter. Je me souviens de l'avoir entendu, tout ça, et il les a fait entrer. Ah bon, entrer, du calme. Puis, il s'est mis à bavarder un petit peu avec eux. Il parlait très bien l'allemand, mon père, et ça l'a sauvé. Vous savez, pendant la guerre, ça lui a rendu beaucoup de services. Et il y a beaucoup de gens, parce que les gens qui avaient des démêlés avec les Allemands, ils voulaient des explications. Et mon père, il me disait toujours... Il vaut mieux bien connaître la langue de ses ennemis plutôt que de celle de ses amis. Donc, il a parlementé avec eux et à la maison. Et pendant ce temps-là, il réfléchissait en se disant qu'il fallait qu'il trouve une solution. Et en parlant allemand comme ça, il les a un petit peu amadoués. Il leur a dit « Bon, je vais vous emmener. » Et il se disait qu'il fallait essayer de les persuader de ne pas faire sauter, d'essayer de démolir quelques machines comme ça. Bon. Et puis de mettre les caisses de dynamite à l'eau, comme il faisait nuit, et que l'usine était dans les bois, les bâtiments étaient isolés, abrités par les arbres. Il leur a montré qu'une partie de l'usine. Oh, puis, cette machine, vous allez quand même pas faire sauter ça. Regardez, on lui enlève 2-3 boulons, elle ne sert plus à rien. Et puis la dynamite, on la met à l'eau, et elle est complètement détruite. Alors pourquoi vouloir faire tout sauter ? Alors, finalement, ils ont fini par dire « Ah oui », ils ne savaient pas trop ce qu'était une dynamiterie. Ils devaient être fatigués parce que c'était la fin de la guerre. Bref, il fallait vite transporter les caisses de dynamite. Et puis alors, le jour commençait à se lever et mon père se disait « Mon Dieu, pourvu qu'ils ne découvrent pas au lever du soleil que je leur ai caché la moitié. » Bon, enfin, il était temps. On avait convoqué les ouvriers de l'usine en leur disant « Allez, remplissez vite. Dépêchez-vous pour que tout soit fait avant le lever du jour. » Et les Allemands ont pensé que tout avait été complètement détruit. Et après la libération, on est allé récupérer les caisses de dynamite. Ils n'ont pas tout récupéré, mais ils en ont récupéré une partie. Parce que l'eau ne détruit pas si cela ne reste pas trop longtemps. Mon père avait très peur qu'ils ne finissent pas avant le lever du jour, parce qu'autrement, il aurait été fusillé s'ils avaient vu qu'ils les avaient trompés. Heureusement, c'était fin août, début septembre. C'était plus les jours du mois de juin.
On aurait été au mois de juin, ça n'aurait pas pu se faire. Il était très calme, mon père. Il conservait son calme, et puis tout en bavardant avec eux, nous, les femmes, on s'était dit, on va leur servir à boire. Et maman leur avait servi à boire et tout ça pour les calmer. Et pendant ce temps-là, il parlait avec eux et ils réfléchissaient. Et ils ont sauvé l'usine, la fermeture de Cuny, parce que ça faisait travailler beaucoup de gens. Ça a été la fin d'une vie et d'une époque. Nous allons poursuivre avec quelques autres extraits d'un autre directeur de la dynamiterie que j'ai rencontré. Voilà ce qu'il m'a dit. La première fois, ça m'a paru un peu irréel parce que c'était une industrie assez rustique. Il n'y avait pas de gros matériel, c'était tout par de petites unités. Alors je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce genre d'industrie. Et puis finalement, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup à faire comme évolution. Parce que si vous avez pu rencontrer quelques ouvriers ou vieilles ouvrières, ils vous raconteront comment c'était à l'époque. C'était des machines extrêmement simples. C'était des malaxeurs sortis de la boulangerie pour faire de la pâte. Tout était dérivé de machines très simples. On ressortait encore au début, par exemple, pour encartoucher, pour faire des cartouches à partir de poudre. On avait une bassine avec un trou et puis avec un bourrois. On faisait ça. On se souvenait encore de ce temps-là, voyez-vous. C'était un peu mécanisé, mais c'était le même principe. Après, il est venu des matériaux plus complexes, mais quand je suis arrivée, c'était très simple comme matériel, et ça a évolué, beaucoup évolué. J'ai un peu aidé dans cette évolution, mais finalement pas tellement. On sortait de la guerre en 1948 et à l'époque, on relançait un peu l'industrie en commençant par l'industrie minière, ce qui fait qu'on utilisait beaucoup d'explosifs. Mais je dois vous dire que je me suis sentie mieux dans le poste d'ingénieur, car le métier d'ingénieur, c'était le métier que j'avais choisi, alors que la direction d'une usine, c'était un peu différent. Et puis, il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes, des contraintes humaines, je veux dire. Le relationnel, par exemple, n'est pas du tout le même. Nous sommes dans un poste de direction avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord la plupart du temps. Alors qu'avec les gens, quand j'étais ingénieur, ils étaient demandeurs. Ils voulaient des explications, ce qu'il fallait faire, et je leur indiquais. Mais après, j'étais beaucoup moins compris. Les exigences de la société n'étaient plus les leurs. Du bruit ? Non. En dehors de la sirène qui fonctionnait aux heures d'entrée et de sortie, c'était très usine ce truc-là. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. Non, il y avait plutôt l'odeur de la nitroglycérine, les produits eux-mêmes. Bon, les gens comme moi, qui vivaient en dehors de la nitroglycérine étaient très sensibles à cette odeur, parce que ça donnait mal à la tête. Et puis après, on s'est aperçu que pour les gens qui étaient toujours dedans, ça avait d'autres inconvénients. Il y avait donc des maladies professionnelles, des choses comme ça, contre lesquelles on a essayé de lutter. Alors là, c'est dans la deuxième partie où j'étais directeur qu'on s'est avisé de ces choses-là. Alors après, il a fallu apprendre aux gens à faire un peu plus attention, parce que c'était un métier où au début, on avait la tradition de travailler, comme il disait, à la fraîche, c'est-à-dire le matin. On commençait très tôt le matin, alors il y en avait, la fabrication de la nitroglycérine était pratiquement toujours terminée autour de midi. Ensuite, il y avait l'encartouchage. À l'époque, on travaillait beaucoup manuellement. Il y avait les équipes qui se succédaient, et on travaillait beaucoup, étant donné qu'on travaillait 52 heures par semaine. Il y a des gens qui ont dû vous le rappeler, ça. Les gens qui travaillaient là-dedans, et que j'ai connus, moi, qui ont subsisté, parce que parce que vous passez de 200 à 100, il a fallu éliminer. Alors, on n'a pas tellement embauché de jeunes. Alors, toutes les personnes qui ont travaillé là-dedans sont vieilles. Cuny a été racheté au directeur des prisons de France entre 1830 et 1870, voyez-vous. C'était pas du tout la même ambiance. Alors quand l'usine a ouvert, ça a été un peu la manne, et puis ensuite, il a débarqué pas mal de population. Avant 1939 et après la guerre de 14, il a débarqué pas mal de Polonais. Parce que c'est un métier qui avait été admis dans la région, ça avait apporté un peu de facilité, mais qui n'était pas bien vu. Donc, je pense qu'un peu plus loin,
D'ailleurs, on essayait de vivre tranquillement dans notre coin sans faire de bruit. Il y avait beaucoup de gens qui ignoraient carrément qu'elle existait. C'est resté très isolé. On vivait à part, entre nous. Et pour ça, c'était un peu le chaudron, ce village de Cuny. Mais dites-moi, vous m'avez fait beaucoup parler. J'ai pas l'habitude. Merci. Voilà, merci Clarence. Donc, on termine ainsi le deuxième épisode sur cette dynamiterie de Cuny. On se retrouve la semaine prochaine pour un troisième podcast.